Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Caroline, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, au fil des pages, quel est le conseil de lecture pour la semaine qui vient ? Alors le conseil, c'est Franck Bouys, son nouveau roman qui est absolument magistral, qui s'appelle Né d'aucune femme. Franck Bouys, vous le connaissez peut-être parce qu'il venait, ou en tout cas il est venu l'année dernière au festival Polar à la plage. C'est un auteur, on ne sait pas si c'est du polar ou du roman social, voilà. C'est plus... Moi, je n'ai pas envie de le classer. Moi, c'est juste un excellent romancier. Là, il nous raconte l'histoire de Rose, qui est une jeune femme, ça se passe au début du XXe siècle, dans la France rurale, la France terreuse, la France grise. Et Rose, elle est l'aînée de 4 sœurs et le père va la vendre à un seigneur, un grand, voilà. Et... elle va connaître le sort qui est souvent réservé à ces jeunes femmes qui sont employées et ce qu'on appelait auparavant le droit de cuissage. Mais malgré le côté sombre de cette histoire, on suit cette jeune femme parce que l'écriture de Franck Bouys est tout simplement incroyable. Malgré ce fond qui est gris, qui est terreux, on est complètement embarqué dans la vie de cette femme qui va faire preuve d'un courage. Oui, elle n'est pas totalement victime. Non, justement, elle se rebelle. Rebelle et on la retrouve. On la retrouve à la fin de l'histoire. Mais je vous dis rien parce que Franck Bouys justement a cette intelligence de. On part de la fin pour reconstruire l'histoire, à travers l'histoire aussi d'un prêtre qui va lire des lettres. Voilà, c'est une ambiance. C'est un roman d'ambiance. C'est un roman, ce que j'appelle moi, c'est un roman couette. Vous savez, ces romans dans lesquels on les commence et on n'a pas envie de les lâcher et on embarque aux côtés de cette jeune femme, cette jeune fille qui va subir des choses dures, mais des choses de la vie, tout en gardant une profonde humanité en elle. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Isabelle. Au revoir. C'était hier ou presque. Le 3 février 1830, à Londres, le sultan Mahmoud II reconnaît l'indépendance pleine et entière de la Grèce et entérine les protocoles qui définissent ses frontières. C'est l'aboutissement d'une longue et sanglante guerre d'indépendance menée par les Grecs avec le soutien des Occidentaux. Le nouvel État est limité au Péloponnèse, à la région d'Athènes et aux îles Cyclades. Pour les habitants de cette petite Grèce, c'en est fini de 4 siècles d'occupation ottomane. Le comte Jean Capot d'Istria, l'un des meneurs de la guerre d'indépendance, a été élu président provisoire dès avril 1827. Il tente d'instaurer un gouvernement républicain, mais il est assassiné pour des raisons privées. Aussitôt après, les Occidentaux imposent un nouvel État de renoncer à la République et lui donnent un monarque pur sang, le prince Otto de Bavière, second fils du roi Louis Ier de Bavière. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Simone Weil, née le 3 février 1909. C'est une philosophe militante active de la cause ouvrière. Elle entrevoit dès 1932 le péril nazi, travaille en usine en dépit d'une santé chancelante, s'engage à Londres dans la résistance et meurt de la tuberculose et d'épuisement à seulement 34 ans.
Et pour finir, souhaitons un bon anniversaire à l'acteur Vincent Elbaz qui fête ses 48 ans. Sa première apparition au cinéma a lieu en 1994 dans le film Péril jeune. Il reçoit le prix Jean Gabin en 1998. Il se passe toujours quelque chose au Havre. On vous l'annonce souvent ici. On peut aussi en rendre compte si vous n'avez pas pu en profiter. Mi-janvier, au Festival du goût des autres, sur le thème du voyage, est venue Valérie Zenati. Elle y a, entre autres, participé avec 3 grands, Nicolas Richard, Charles Recourcé et José Camoun, à une table ronde de traducteurs. Ce qu'elle est, de l'hébreu, pour un seul auteur, israélien, Aaron Appelfeld. Valérie Zenati est aussi scénariste et auteure. Elle devrait revenir prochainement au Havre pour son dernier livre, Dans le faisceau des vivants, aux éditions de l'Olivier, un superbe livre sur Aaron Appelfeld et avec lui. Aaron Appelfeld est mort en janvier 2018 et c'est la raison de ce livre. Un livre hommage, un livre d'affection, un livre nécessaire pour remplir le vide parce que la relation était bien plus que de traducteur ou d'interprète à auteur, bien plus même qu'un rapport filial, une élection. Liée malgré les plus de 40 ans de distance à une part d'histoire commune, une arrivée en Israël après avoir connu un autre pays. Liée aussi évidemment à l'histoire juive du XXe siècle qu'Aaron Appelfeld portait. Enfant, ses parents avaient été mis en camp. Lui, tout petit, avait fui et vécu cette période en pleine nature, seul ou avec des bandes de partisans. Le livre sur Aaron Appelfeld, dans Le faisceau des vivants, est une suite logique dans le travail de Valérie Zenati. Cet homme n'est plus là, il faut continuer à le découvrir. À travers des vidéos d'interviews, en faisant le voyage dans sa ville natale, Tchernovitz, aussi ville de Ceylan, maintenant ville ukrainienne. Cet auteur n'est plus là, il faut continuer à le traduire, à l'accompagner et lui faire rencontrer plus de lecteurs encore dans la langue française. À la question de l'intervieweur au goût des autres, une traduction définitive est-elle impossible ? Valérie Zenati a dit avoir envie de retraduire 5 livres d'Appelfeld sortis en français, mais qu'elle n'avait pas traduit elle-même. Elle a aussi, par contre, souhaité que son propre livre, Jacob Jacob, ne soit jamais retraduit en hébreu, tant elle avait eu l'impression, en le lisant dans cette langue, de croiser sa propre silhouette dans la rue. La traduction, c'est une question de légitimité. Au début, Valérie Zenati s'est demandé qui je suis pour faire ça. Une vraie responsabilité, une grande part d'inconscience. Une question d'affinité avec le texte, une question de confiance entre traducteur, auteur et éditeur. Un mystère, un travail de l'ombre. Pour accompagner Valérie Zenati et Aaron Appelfeld, écoutons un morceau de musique klezmer par le Beigal Orchestra, fanfare de rue. Thank you.
Anne-Sophie Pochet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne, metteuse en scène et puis cofondatrice et co-directrice de la compagnie Acté. Absolument. Est-ce que vous pourriez un petit peu évoquer pour nos auditeurs votre parcours? Comment devient-on d'abord peut-être comédienne et puis en plus fondatrice de compagnie? Alors, c'est deux choses différentes. Comment devient-on comédienne? Moi, j'ai envie de dire... on le devient principalement en l'étant et en le faisant. C'est un métier qu'on apprend, qu'on apprend aussi beaucoup en faisant. Alors, il y a des écoles. Moi, je suis partie assez tôt du Havre pour aller à Rouen. J'ai suivi des études de théâtre à Rouen, parallèlement à d'autres études à l'université et également donc au conservatoire de Rouen, conservatoire régional de Rouen. C'est là que je me suis formée. Mais j'ai vraiment l'impression d'apprendre mon métier, de l'avoir appris en le faisant. Hein, c'est ça principalement, puisque voilà, je fais partie aussi d'une génération pour qui c'était possible. C'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui, et je conseillerais vraiment beaucoup plus aux jeunes comédiens aujourd'hui de vraiment essayer d'intégrer. Il y en a beaucoup plus maintenant des écoles nationales. Parce qu'à mon époque, il y en avait très peu, mais maintenant, il y en a une douzaine. Parce que c'est plus difficile d'entrer dans ce métier et de démarrer, de faire ce métier, vraiment d'en vivre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une sorte de facilité un peu, et qu'on pouvait apprendre assez facilement ce métier en le faisant. Et très rapidement, en fait, il s'est trouvé par un hasard, des hasards de la vie, des hasards de circonstances, que j'ai été amenée aussi à créer avec Arnaud Trohalik, puisque vous disiez que j'étais cofondatrice. Donc, le cofondateur, c'est Arnaud Trohalik, qui était également comédien. Donc, on a été amené à fonder notre compagnie en 2000, donc ça va bientôt faire 20 ans l'année prochaine. La compagnie aura 20 ans l'année prochaine. Et voilà, on a appris nos métiers de comédien et de metteur en scène et de metteuse en scène en travaillant. Oui. Est-ce que vous pourriez donner la signification du nom Acté? Alors en fait, Acté, c'est pas nous qui l'avons choisi. Je parlais tout à l'heure des hasards, des circonstances, des hasards de la vie. En fait, il se trouve que le lieu dans lequel nous étions avant, maintenant on est au Fort de Tourneville, on est installé au Fort de Tourneville, mais avant nous étions dans un lieu à Senvic. Et il se trouve que ce lieu, en face de la poste de Senvic,
s'appelait le Théâtre Acté. C'est pas nous qui avions choisi le nom du lieu, puisque c'était une compagnie, le Théâtre D, avec laquelle nous travaillons, Arnaud et moi. Ça, je parlais tout à l'heure des hasards et des circonstances. Et en fait, très rapidement, on a été amené, le Théâtre D a cessé ses activités, on a été amené à créer notre propre compagnie, et on a décidé de l'appeler Acté, comme le théâtre s'appelait déjà Acté, pour ne pas multiplier les noms. Et puis on trouvait que c'était court, efficace, que ça sonnait bien. Donc il y a un jeu de mots avec le fait de acte, acté. Bien sûr. Le théâtre, hein, on entend, voilà, acte, acté, le théâtre. C'est presque, ça pourrait être, on pourrait inventer un néologisme. Acté, A-C-T-E-Z, on peut l'entendre comme ça, c'est-à-dire jouer, quoi. Ça peut être une injonction à jouer, à faire du théâtre, voilà, on peut l'entendre comme ça. Et puis, il se trouve que c'est aussi, paraît-il, j'ai pas fouillé les recherches plus que ça, étymologiquement, Acté, c'est le promontoire, la falaise. Donc, comme on était, en plus, en ville haute, historiquement, et on l'est toujours, puisqu'on est au fort, et qu'il y avait le promontoire, ça peut être la Seine, etc. Voilà, tout ça faisait que c'était le nom idéal, et puis on l'a gardé, et puis, bon, maintenant, évidemment, impossible de s'en défaire. Oui. Alors, peut-être pourriez-vous préciser quels sont les spectacles, le travail que vous avez effectué avec cette compagnie. J'ai vu par exemple que vous faisiez beaucoup de spectacles pour enfants ou pour jeunes publics. Oui, ça a été dans un deuxième temps. En fait, on a commencé, on a fait ça en plusieurs phases. C'est-à-dire, comme on était comédiens, hein, tous, qu'on a commencé par inviter des metteurs en scène à nous mettre en scène. Je pense à Pierre Richards, par exemple, qui nous avait mis en scène il y a longtemps maintenant, dans une pièce qui s'appelait L'Histoire des ours pandas. Donc, on choisissait nos envies de comédiens, nos textes, et on invitait des metteurs en scène à nous mettre en scène, parce que à l'époque, nous en sentions pas forcément capables, ou en tout cas, on n'avait pas encore franchi un certain nombre d'étapes. Je disais tout à l'heure qu'on apprenait le métier en le faisant, voilà. Et ensuite, on a fait des mises en scène collectives, c'est-à-dire qu'on a eu 2 spectacles, dont un qui a beaucoup tourné, le Georges Dandin, qui a été un peu... on l'avait emmené à Avignon, c'est la première fois qu'on faisait Avignon avec la compagnie, etc. C'est un spectacle qui nous a permis de sortir de la région, qui a été important pour la compagnie. Ça, c'était en 2004 ou 2006, je ne sais plus. Non, 2004, ouais, c'est ça. Et donc, ça, on était tous un peu... ça se fait beaucoup et ça existe toujours et de plus en plus. Et c'est très beau, les aventures collectives, les collectifs de metteurs en scène et de metteuses en scène. Donc, de comédiens ou comédiennes qui mettent tous en scène le spectacle. Donc, ensuite, ça, c'était Georges Dandin. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler, ça c'est plus spécifiquement ma partie, effectivement, j'ai commencé à travailler sur le jeune public, un peu par un hasard, une envie évidemment, mais un hasard, il y a une dizaine d'années, il y a eu un depuis 10 ans, un gros essor sur les textes contemporains pour le jeune public, c'est-à-dire que la compagnie est quand même très intéressée par la question du théâtre contemporain, des textes, des auteurs vivants. Tout à fait. Et je me suis intéressée un peu à ce qui se faisait pour le jeune public. Et depuis une dizaine d'années, c'est ce qui se passe, c'est merveilleux. Un peu plus, on va dire, entre 10 et 15 ans. Mais il y a vraiment un essor de la création contemporaine, de l'écriture contemporaine pour le jeune public. Et du coup, je me suis un peu attardée là-dessus. Et puis, on a commencé à mettre en route des partenariats avec des écoles autour de notre théâtre, à les inviter à venir nous écouter, voir des répétitions. Et puis, comme ça, on a mis en place un travail sur le jeune public que je continue à mener au long cours, puisque là encore, on a une action qui s'appelle la Ronde des auteurs, qui est spécifique sur l'écriture jeune public et qu'on emmène un peu partout en région. On a une 50aine de dates par an avec ces lectures jeune public. C'est un gros travail d'école du spectateur qu'on mène, un travail de fond. Oui, c'est une véritable formation des enfants. Oui, c'est en fait, alors c'est dans des salles de spectacle, là on y tient, parce que le côté spectaculaire est important. Ce sont des lectures mises en espace qui sont suivies de discussions avec les enfants sur le texte, l'essence du texte, et puis un peu les outils de théâtre, les prémices de mise en scène, de mise en espace, etc. Donc c'est, on va dire, une école dramaturgique, une école du spectateur. Mais oui, ils ont quel âge ? Entre 8 et 12 ans. Oh, c'est formidable. Ouais, ben c'est vraiment un projet dont je suis
assez fière et oui, voilà, il fonctionne bien. Tous les directeurs et directrices de théâtre qui l'essayent l'adoptent. Voilà, on est partenaire avec le Fécamp, Saint-Valery-en-Cour, on va jusqu'à Coutances, en Basse-Normandie pour montrer ce projet. Enfin, au Havre, c'est avec le théâtre des Bains-Douches. Et oui, c'est un beau projet. Donc, en fait, c'est effectivement, depuis 10 ans, on mène vraiment un travail de fond et au long cours sur le jeune public. Et les enseignants sont tout à fait partants. Oh là là, les enseignants sont ravis. Parce qu'en plus, c'est de la matière pour eux. Après, c'est de la matière pédagogique qui rentre en classe. Et ils nous expliquent qu'il y a vraiment aussi un focus sur le livre, en fait, sur le livre, la lecture, puisque c'est des lectures mises en espace. Donc, les comédiens ont le texte en main. On n'est pas dans du spectacle abouti, achevé, mis en scène. Il y a plein de choses à voir, hein, bien sûr, parce que... mais on n'est pas dans une forme de spectacle abouti. Mais en fait, les enfants, du coup, font très facilement, enfin, bien sûr, le lien entre le livre et l'histoire qu'ils ont entendue, etc. Et donc, on a réussi cette année à mettre en place un partenariat avec la ville du Havre et le plan Lire au Havre. Donc, toutes les écoles qui travaillent avec nous sur ce projet-là repartent avec les livres en classe. Quelques exemplaires des livres en classe. Et par exemple, oui, effectivement, les enseignants nous disent que c'est des livres qui sortent tout le temps, que les enfants manipulent. Donc, c'est aussi pour eux une bonne base pédagogique. Ouais. Tout à fait. Quelle belle école, des spectacles. Mais à ce moment-là, est-ce que vous savez si les enfants devenus plus grands vont au spectacle ? Est-ce que vous avez pu mesurer ça ? C'est toujours une question. Alors, ils deviennent grands et tant qu'ils sont encore au collège, au lycée, ils vont au spectacle. Bien sûr. Avec leur établissement, la plupart du temps. Mais l'évaporation entre les jeunes spectateurs et les spectateurs adultes, elle existe. Je ne sais pas. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on se questionne collectivement sur ça. Parce que je trouve que... Enfin, je trouve pas, j'en suis sûre. Les salles de théâtre les plus démocratiques sont les salles de théâtre jeune public, puisqu'on y emmène les enfants de toutes les écoles et de toutes les provenances sociales. Et qu'on retrouve jamais cet échantillon démocratique et joyeux que constitue une salle de spectacle d'enfants scolaires. Moi, j'en suis la première malheureuse. Je pense que j'ai ma part de responsabilité comme tous les acteurs... Voilà, tous les acteurs culturels, c'est sûr. Et puis, il y a aussi plein de jeunes gens qui fréquentent les salles de spectacle, les salles de concert, etc. Oui. Bon. Voilà. Oui. Alors, il y a la partie jeune public, mais il y a l'autre partie, parce que vous ne faites pas que le jeune public. Ah non, surtout pas. Voilà. Non. Un théâtre de création. Alors là, depuis une dizaine d'années, les pièces, les spectacles, les créations de la compagnie sont montées alternativement, pas forcément dans un rythme d'ailleurs totalement mathématiquement régulier, mais soit par Arnaud, donc Arnaud Troalic, ou moi-même, qui chacun on signe des projets en tant que metteur et metteuse en scène, chacun nos propres projets qu'on porte, donc qui naissent de nos envies personnelles, mais on collabore chacun l'un avec l'autre sur les projets qui sont signés par l'un ou l'autre. Notre prochaine création qui verra le jour début avril prochain en 19, là, j'en signe la mise en scène, mais Arnaud est comédien, par exemple, sur le spectacle. Sur ma précédente création, L'île des esclaves de Marivaux, il était scénographe et comédien. Et sur sa précédente création à lui, qui est une création pour l'espace public qui s'appelle Police. Moi, je collabore en tant qu'extérieur et en tant qu'aide à la dramaturgie. Donc voilà, on est sur des collaborations comme ça qui se nourrissent l'un et l'autre de nos propres expériences, parce que c'est ça aussi l'avantage d'être maintenant une compagnie. Je disais que la compagnie va avoir 20 ans. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on normalement, si on n'est pas trop bête et qu'on arrive à fructifier les choses, on sait quand même où sont nos propres faiblesses et nos propres forces, quoi, et comment elles peuvent être complémentaires, voilà, et s'additionner, etc. Donc ça, c'est ça qui est chouette aussi, parce que voilà, en 20 ans, c'est une vraie aventure. C'est aussi une vraie aventure de compagnie, en fait, Acté. C'est une troupe, une compagnie,
Bon, ça fait un peu, peut-être un peu étrange de dire ça, mais c'est vrai, c'est une famille, c'est un esprit famille, c'est une troupe, quoi, c'est une vraie compagnie. Donc il y a plein de gens nouveaux qui viennent tout le temps, des comédiens, des comédiennes, des techniciens, des techniciennes, parce que en fonction des projets, évidemment, on rencontre des gens de la région, hors région, et qui collaborent avec nous. Mais il y a aussi des gens qui travaillent avec la compagnie depuis très longtemps. Je pense à Emmanuel ou Isabelle, qui sont aussi les responsables pédagogiques de l'école, puisqu'on a une école ici avec une centaine d'élèves qui travaillent avec nous depuis 20 ans. Voilà, c'est des collaborations comme ça, au long cours, nouvelles, anciennes. Tout ça fait... je sais pas, à l'année, on a quand même... on collabore avec une quarantaine de... Tout confondu, d'intermittents et intermittentes, artistes ou techniciens, techniciennes, sur l'ensemble de notre activité. Donc ça, c'est une grosse famille déjà. Tout à fait. Et puis j'ai pas parlé non plus des gens qui ne sont pas intermittents, mais qui sont permanents, qui sont là tout le temps, plus à l'administration, Barbara, Marine. C'est des gens qui sont indispensables à la vie de la compagnie et qui font aussi partie bien sûr de la troupe. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, expliquez-moi un petit peu ce qui motive vos choix de textes, de spectacles. Donc les choix des textes, comment est-ce qu'on choisit nos projets et nos textes? Alors, il y a quelques incursions dans le théâtre de répertoire. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de Georges Dandin, du Marivaux. Mais globalement, c'est quand même... On a une grosse envie, une grosse curiosité des textes contemporains. Et les incursions sur le théâtre de répertoire, c'est souvent parce que ce sont des pièces dont on pense qu'elles ont aujourd'hui une portée politique, sociétale qui nous intéresse. On n'est pas dans du théâtre de reconstitution d'époque, etc. la plupart du temps. Donc on a effectivement plus une envie, une curiosité sur les textes contemporains. Le spectacle qui est un peu phare emblématique de ça, c'est le Borges versus Goya que Arnaud avait monté en 2008, de texte de Rodrigo Garcia, qui avait vraiment permis à la compagnie, après un Avignon très réussi aussi, de tourner énormément. On avait fêté la 100e à Paris, on avait fait une série à Paris, il a tourné plus de 100 dates, ce spectacle, et il a tourné pendant plusieurs années. Donc, ah oui, c'est un gros succès. Oui, ça a été le tube. C'est ça, c'est un spectacle très intelligent. Oui. Et voilà, donc oui, je pense que c'est un spectacle intelligent qui a été fait au bon moment et du coup qui a rencontré comme ça des petits... Ce ne sont pas des miracles parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est des moments un peu magiques où c'est le bon spectacle au bon moment dans une vie de compagnie. Il y a eu Borges, sur le jeune public, il y a eu Wasmok en 2014. Et on espère que le prochain, ce sera... puisque c'est des cycles... Ça en prend le chemin, donc on est content, donc on croise les doigts. Mais on est sur des choix de textes d'auteurs contemporains. Le prochain spectacle dont je parlais tout à l'heure, avril 2019, qu'on emmènera aussi à Avignon cet été, c'est tout nouveau, on vient de l'apprendre. C'est un texte d'un auteur italien qui s'appelle Fausto Paravidino. Et le texte s'appelle Exit, il n'a jamais été créé en France. Cette pièce-ci n'a jamais été créée en France. Paravidino est un auteur relativement connu dans le milieu théâtral et assez souvent monté. Mais cette pièce-ci n'a jamais été en France et en plus on bénéficie d'une nouvelle traduction parce que la précédente n'était pas satisfaisante à mon goût et donc on a une traduction exclusive toute fraîche et on va créer le spectacle. Alors, au Havre, on pourra le voir qu'à l'automne prochain, au mois de novembre 2019, dans le cadre de la programmation du Volcan, mais là on le crée d'abord à Saint-Valery-en-Caux, et puis on l'emmène et puis à Fécamp, puis ensuite en Avignon cet été. Là, c'est un auteur, Paravidino, c'est un auteur qui est né en 76, je crois, qui est metteur en scène, directeur de théâtre en Italie, qui est vivant, comme l'est Rodrigo Garcia, dont Arnaud avait monté Borges Goya. C'est des écritures d'aujourd'hui. Et c'est des écritures, je crois, qu'on aime bien aussi. Je le dis, je le formule, j'y réfléchis en le disant, mais par exemple, ces deux-là sont aussi des metteurs en scène, c'est-à-dire que c'est souvent des écritures qui viennent aussi de rencontrer, je pense, nos préoccupations de
vraiment de plateau et de comédien. En fait, on vient de là, on vient du plateau, et je pense qu'on est sensible aux écritures de metteurs en scène. Moi, par exemple, j'adore, je le montrerai pas avec des comédiens professionnels, mais dans l'école qu'on a, j'ai un atelier adulte. J'ai monté plusieurs fois les textes de Joël Pomera, parce que je trouve qu'il écrit, c'est aussi un metteur en scène qui écrit, et voilà, comme les deux autres que j'ai cités. Oui. On peut peut-être s'étendre un peu sur l'école. Étendons-nous sur l'école. Alors l'école, elle est entre guillemets historique, c'est-à-dire qu'elle a l'âge de la compagnie, puisqu'en fait on a continué l'activité école qui existait déjà à Sanvic. L'école, c'est une centaine de élèves, on va dire adhérents, de pratiquants, de gens qui viennent donc de 7 à 77 ans, pas loin, c'est vraiment ça. Ça commence à partir du CE1, 7 ans. Donc des enfants, des pré-ados, des ados, des adultes. On a au total, je dirais, 3 et 2, 5 et 2, 7 ateliers différents. 2 ateliers enfants, 3 ados et 2 ateliers adultes, hebdomadaires. Donc les ateliers sont donnés, animés par des comédiens professionnels de la compagnie. Et puis on est dans une pratique évidemment ludique, et on est dans du loisir, mais je pense que la spécificité de cette école, c'est que c'est vraiment l'école d'une compagnie, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que voilà, on est comédien, on est en activité, la compagnie créée est en activité, et en plus de ça, il y a les créations, donc il y a l'école, il y a les cours et les créations, et tout ça c'est la même structure, c'est la même compagnie, donc on peut inviter parfois des élèves à des répétitions ou des choses comme ça. Il y a une dynamique. Voilà, c'est une dynamique, une dynamique, c'est vraiment lié. Je pense qu'on n'aurait pas d'intérêt à voir l'un sans l'autre, et vice versa. Voilà. Et puis bon, évidemment, on est dans tout un tas de techniques de théâtre traditionnelles, un peu. On pose les bases, voilà, les bases techniques. On s'amuse avec de l'improvisation et du travail d'interprétation qui aboutit à des présentations publiques en juin, évidemment, puisque ça fait partie du jeu. Mais on a aussi, depuis 2 ans, c'est la 3e année, là, si je ne m'abuse, mis en place une nouvelle formule qui est un petit peu originale, je pense, qui s'appelle l'atelier libre. Parce que je me suis aperçue en discutant avec des gens, par le hasard de stages ou de choses comme ça, que eh bien, tous n'avaient pas forcément, je parle des adultes là en l'occurrence, tous n'avaient pas forcément justement envie de se mettre dans un objectif de représentation et de se montrer au public. Et certains avaient envie d'une pratique plus personnelle, c'est plus une envie de découvrir ce que peut être le théâtre, et plus une curiosité à assouvir, et une envie peut-être aussi un peu un défi à soi-même, un questionnement, enfin voilà, d'un coup, mais pas forcément de se montrer, et puis pas forcément d'être dans une contrainte, on va dire, qui pourrait être celle de se dire, parce que c'est important, nous on insiste là-dessus quand on prépare un spectacle, d'une contrainte qui pourrait te dire, maintenant je me dois par rapport au groupe d'être hyper assidu, d'être là, enfin c'est de la contrainte, bien sûr, parce que je disais tout à l'heure, je parlais de la compagnie en disant que c'est un travail d'équipe, mais les ateliers c'est pareil, le théâtre c'est un sport collectif, donc il y a des gens qui ne sont pas forcément envie d'être dans cette contrainte-là, ou qui n'en ont pas la capacité parce qu'ils ne sont pas suffisamment disponibles. Donc on a inventé un truc qui s'appelle l'atelier libre, c'est-à-dire que tous les mardis soirs, il y a une proposition d'atelier de 2 heures avec des intervenants différents. Alors c'est souvent sur 2 ou 3 mardis de suite le même intervenant. Mais du coup on va un peu... Donc, en début d'année, ça peut être juste du training, des exercices, de l'impro. Et puis après, on a travaillé par exemple avec une comédienne et metteuse en scène qui s'appelle Marie-Hélène Garnier, qui est spécialiste de la comédie dell'arte et du travail masqué. Donc elle vient faire, il y a des mardis soirs, c'est jeu masqué. Et puis il va y avoir des mardis soirs, on a travaillé l'année dernière, par exemple, je pense à Nicolas Chéniaud, qui est un danseur d'une compagnie qui s'appelle PJPP, ou Sarah Crépin-Labazouka, ils ont travaillé plus sur le corps. Voilà, on va être sur des thématiques différentes suivant les intervenants. Je sais que Arnaud Troalic, c'est lui qui faisait cette semaine les ateliers libres.
bon, il expérimente des choses avec les gens sur des textes dont il a, sur des préoccupations qu'il a en ce moment sur sa création. Il va transmettre ces choses-là. Voilà. Et ça, c'est tous les mardis, de octobre à juin, en même temps que les ateliers à l'année. Mais on vient quand on veut. On s'inscrit avant, évidemment. On peut venir à 2 ateliers dans l'année, ou tous les mardis. Il y a des, il y a des gens qui sont là absolument tous les mardis, parce que... Et voilà, donc c'est un peu de logistique, c'est un peu... Mais c'est... Il y a une vraie demande, quoi. Ça rencontre une vraie demande. Ça doit, en fait, procurer un grand bénéfice personnel. Absolument, c'est ça. Alors, le théâtre, c'est pas un médicament, ni une thérapie, donc il faut pas y aller en se disant, voilà, ça va régler tous mes problèmes. Je précise toujours aux gens, parce que parfois, les gens qui ont beaucoup trop d'attentes, je pense. Mais par contre, oui, il y a une vraie forme, je pense, un truc personnel qui est chez les gens qui est important. Ça devient un rendez-vous important pour eux. Je ne sais pas si le mot épanouissement est le bon, mais en tout cas, c'est un moyen de se confronter à soi-même de manière un peu chouette et un peu curieuse, quoi. Tout à fait. Voilà. Et puis de rencontrer aussi d'autres gens a priori qu'on ne croiserait pas forcément. Et si on veut participer à l'atelier, il y a un numéro de téléphone? Oui, c'est le numéro d'Acté, tout à fait, 02 35 44 54 37. Et c'est Marine Malandin qui s'occupe de tout ça, elle vous donnera tous les renseignements. Et n'importe quand dans l'année, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut intégrer les ateliers libres. Maintenant, là, il y a des nouvelles personnes qui découvrent toute l'année. Alors que les ateliers hebdomadaires, quand on est parti sur le spectacle, c'est fini, on ne peut pas... Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu d'Avignon? Oui, parlons-en. C'est notre préoccupation là. Eh bien, donc on emmène notre prochaine création, donc qui s'appelle Exit, j'en parlais, à Avignon cet été, Festival d'Avignon. Et vous y allez depuis longtemps? Alors, on y va tous les ans, mais on n'emmène pas un spectacle tous les ans. C'est-à-dire qu'on y est présent tous les ans, mais ça commence quand même. Là, ça va être la 5e fois qu'on montre, qu'on emmène un spectacle, puisqu'on a commencé par Georges Dandin, ensuite il y a eu Borges Goya, ensuite il y a eu Toxique, le journal de Sagan, que j'avais monté avec une comédienne musicienne. Tout à fait. Police, il y a 2 ans, et puis Exit cette année. Donc c'est la 5e fois. C'est important pour la vie d'un spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, la question d'une troupe, une compagnie professionnelle, c'est que son spectacle soit vendu, diffusé, montré. C'est comme ça qu'on vit, c'est notre métier. Et en fait, il y a 2 possibilités. Soit c'est des séries à Paris pour montrer son travail, soit c'est Avignon, soit les 2. Mais ça reste, c'est assez compliqué. Avignon, le festival change. Il faut pas y aller à tout prix, il faut pas y aller n'importe comment. Mais le festival off, dans certains lieux, reste un moyen vraiment de montrer son travail et de le diffuser, parce que tous les professionnels, clairement, pour nous, c'est un enjeu professionnel, c'est un enjeu de diffusion. Bien sûr. Après, c'est aussi là, le festival off, c'est 3 semaines. Donc, le spectacle, là, nous, qu'on jouera à Exit, ce sera au Théâtre de la Manufacture, et ce sera 3 semaines du 6 au 24 juillet. Et ça, c'est génial aussi, parce que jouer une série de 3 semaines, ça n'arrive plus. Il n'y a qu'à Avignon qu'on peut faire ça. Exactement. Et donc là, par exemple, pour nous, le spectacle, il viendra d'être créé. On va jouer 2 fois. On va l'emmener à Avignon. Il va jouer 3 semaines. Il va prendre... Il va naître vraiment à ce moment-là. Il va complètement... il va se frotter à un public divers aussi. Un public peut-être acquis, mais quand même critique. Ah oui, à Avignon, mais non, le public est pas forcément acquis, c'est sûr. Et donc ça, c'est génial, puisqu'on va pouvoir... il va vraiment pouvoir complètement s'épanouir, je pense, et on sera prêt pour venir le jouer au Havre en novembre, mais entre autres. Mais oui, c'est une belle aventure. Et puis le lieu, la programmation du Théâtre de la Manufacture où on joue, c'est une programmation qui est chouette, qui est justement axée sur la création contemporaine. Donc c'est beaucoup de textes d'auteurs contemporains. C'est un lieu qui est repéré par le public et les professionnels. Donc on y va en confiance, avec l'envie, mais c'est jamais gagné, donc il va falloir... c'est vrai. Il va falloir travailler à la préparation de tout ça, mais c'est joyeux. Oui, ce sont de belles expériences. Absolument. Voilà. Je crois, est-ce qu'on a fait le tour? Il me semble qu'on a dit pas mal de choses. La dernière chose que je peux dire, si on parle de la compagnie, c'est... j'en parle un tout petit peu tout à l'heure, puis en plus on est sur Westrack, alors voilà.
La compagnie, c'est aussi le fort. On est au fort de Tourneville. On est les seuls représentants, entre guillemets, de théâtre et on est hyper contents, en fait, d'être un peu l'îlot de théâtre dans ce grand fort où il y a de la création, beaucoup, musique, des plasticiens, plein d'aventures différentes. Et on est en train de préparer un beau projet pour d'aménagement de nos locaux pour faire en sorte que le spectacle vivant, danse, musique, création puisse s'épanouir au sein du fort. Parce que nous, on est hyper heureux d'être dans cette aventure collective. On trouve que c'est vraiment un chouette outil de partage à tous les points de vue et puis d'échange. Et donc là, on est en train avec la ville de travailler à un projet d'aménagement global de l'ensemble des locaux pour notre activité, pour l'ouvrir aussi à d'autres, évidemment des accueils en résidence, des choses comme ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ça c'est aussi notre avenir. C'est notre actualité en interne, ça va vite devenir une actualité plus publique et ça va nous occuper dans l'avenir pendant un bon moment et ça aussi c'est joyeux. Oui. Et notre association justement prépare un débat, ce qu'elle appelle une grande conversation, au sujet des tiers-lieux, dont le fort évidemment. Absolument, voilà. On y est. Ouais. Oui, ce sera à l'automne. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Isabelle. Voilà, à bientôt. À bientôt. Bonjour Étienne. Bonjour, bienvenue à BDLirium. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée, un one-shot, paru au label 619 de chez Ankama. Donc ça s'appelle The Golden Pass, ma vie de cascadeuse. Alors pour faire simple, je vais simplement vous lire le petit résumé qui est derrière. Depuis toute petite, j'ai toujours été fasciné par cette magie qu'on ne trouvait qu'au cinéma. Je m'appelle Jin Ha et j'ai toujours voulu être cascadeuse. Voilà. Merci beaucoup. C'est une femme, ça nous change. Tout à fait, une héroïne. Une héroïne. Voilà. Merci beaucoup. Au De revoir. rien. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.